Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information sur Gabon 24. Voici les titres. Au Gabon, plus que quelques heures avant l'ouverture du dialogue politique inclusif et sans tabou, la cérémonie officielle sera lancée ce mardi au Palais Rénovation. Gabon 24 consacre un dossier dans lequel partisans et opposants donnent leur point de vue. Coopération entre le Rwanda et Israël. Le président du Rwanda, Paul Kagame, invité à la conférence annuelle de l'American Israel Public Affairs Committee à Washington, a cité Israël comme source d'inspiration pour son pays après le génocide. Et puis en France, lors de sa visite à Singapour, le président François Hollande a dit sa volonté de tout faire pour éviter le populisme et le nationalisme de l'emporter en mai prochain. Voici pour les titres de cette édition d'information. Nous commençons tout de suite au Gabon. Insistant sur son adhésion à l'Union nationale, parti politique de l'opposition, la ministre de l'économie forestière et vice-présidente de cette formation politique a assigné en justice le directoire du dit parti ce lundi 27 mars. Une affaire renvoyée pour cause de l'absence de la partie adverse, c'est-à-dire le clan Miboto. Charlène Flormeza et Bertrand Saga. Lundi 27 mars, l'actuel ministre de l'économie forestière, Estelle Ondo, a saisi la justice dans l'affaire qui l'oppose à l'Union nationale. Formation politique de l'opposition, dont elle est vice-présidente. Fustigeant la démarche du directoire du parti, elle a décidé d'utiliser la voie légale pour en découdre. Dès ma nomination, dès le lendemain, toute une procédure s'est mise en place pour m'exclure. Je ne refuse pas d'être exclu du parti, mais que nous puissions respecter les règles élémentaires de nos statuts. Les droits de ma défense n'ont pas été respectés. J'ai plusieurs fois attiré l'attention des dirigeants de notre parti, ce qui n'a pas été fait, raison pour laquelle j'ai saisi donc les tribunaux. Pour son collaborateur, exclu également de l'Union nationale par le président du parti, le retrait de force ne se fera pas. Monsieur Mimboto et son clan au tort de le coup à la loi. Il marche sur les statuts et le règlement intérieur. Il ne respecte pas les procédures. Face à cette situation, l'Union nationale est un héritage commun qui n'appartient pas à un clan, qui n'appartient pas à une famille. Moi, je reste militant de l'Union nationale. Accepter le dialogue politique proposé par le chef de l'État est un pont de la démocratie. Alors elle y va avec la partie de l'Union nationale qui se reconnaît du père fondateur, André Mbaobam. Je dis que l'Union nationale a d'autres personnes qui pensent autrement et nous allons faire entendre notre voix, dont nous serons l'UN qui va au dialogue. L'affaire a été renvoyée au 10 avril. Et puis, je vous le disais en titre, dans quelques heures, au Gabon s'ouvrira le dialogue politique inclusif voulu par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, au lendemain d'une élection présidentielle difficile. Notre rédaction retrace ici les grandes lignes de l'organisation de cette grande messe politique tant attendue par les Gabonais dans cet élément. En proie à des tensions politiques, économiques et sociales au sortir de l'élection présidentielle du 27 août 2016, le Gabon lance mardi 28 mars son dialogue politique inclusif voulu et annoncé par le président Ali Bongo Ondimba immédiatement après la validation de sa réélection le 24 septembre dernier par la Cour constitutionnelle gabonaise. J'invite toutes les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble afin de trouver des solutions qui satisfassent nos compatriotes. Chez nous, la palabre se règle en famille, dans le corps de garde. Longtemps annoncé, le dialogue politique prend enfin forme et se tiendra sur 2 mois, avec pour but de consolider les valeurs démocratiques et républicaines de paix, d'unité nationale et de respect de la dignité humaine. Ceci requiert une réelle volonté de toute la classe politique. Dans cette perspective, celle-ci est invitée à échanger, réfléchir et débattre sans tabou de l'avenir politique, institutionnel, économique, social et culturel de notre pays. À cet effet, 4 panels bien précis ont été mis en place, à savoir les réformes des institutions et consolidation de l'état de droit démocratique, les réformes électorales, la modernisation de la vie publique et le dernier panel, celui sur la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Le dialogue politique se donne donc pour ambition principale d'apporter des solutions définitives à tous les problèmes consécutifs à l'organisation des élections politiques dans le pays.
Nous restons sur notre dossier du jour consacré au dialogue national. À quelques jours donc, de l'ouverture de ce dialogue politique au Gabon, de nombreuses personnalités et associations politiques issues des rangs de l'opposition ont choisi de ne pas aller au dialogue souhaité par Ali Bongo Ondimba, président de la République. Selon le Premier ministre, mais à cela, le Premier ministre gabonais dit être en tort de ne pas y participer. Kenyongori et Jospin Bombadinga. Depuis l'invite au dialogue souhaité par Ali Bongo Ondimba au lendemain du scrutin présidentiel d'août dernier, de nombreuses personnalités politiques et associations de tous bords se sont mobilisées pour y prendre part. Une grande mobilisation nationale qui toutefois ne fait pas l'unanimité. Parmi les non partants, des personnes et des groupes proches de Jean Ping arrivés en seconde position lors de la dernière présidentielle au Gabon. Récemment, l'Union nationale appelait ses militants à la vigilance face au dialogue. Un autre cadre de l'opposition, en l'occurrence Jean Higuindon, réitérait son refus de prendre part à ce conciliabule. Compte tenu de l'idée que je me fais de la politique au plan philosophique, je ne puis m'autoriser à accéder à de telles assises. Les protagonistes d'un fameux dialogue ne sont que M. Jean Ping et M. Ali Bongo Ondimba. Si les deux ne se retrouvent pas, en ce qui me concerne, il n'y a pas de dialogue. C'est pour ça que je voudrais poser d'ailleurs une question. À quand le vrai dialogue? Pour le Premier ministre gabonais Emmanuel Istosen Gondé, ceux qui refusent de prendre part à ce dialogue ont tort. Que tel ou tel ne participe pas au dialogue, peu importe, ça ne gêne pas. Dès lors que l'inclusivité est garantie, nous espérons et nous allons nous employer pour que nous espérons que le dialogue donnera lieu à des décisions importantes, des décisions susceptibles de faire évoluer le système politique tel que voulu par les Gabonais, tel que voulu par le chef de l'État. Le dialogue politique s'ouvre à Libreville le 28 mars 2017. L'intérêt de celui-ci vise à taire les divergences entre les Gabonais afin de définir ensemble la direction que doit emprunter le pays dans un futur proche. Et pour clore notre dossier du jour, la phase citoyenne au dialogue politique attendu au Gabon s'ouvre avec la participation des associations et partis politiques et sociétés civiles. Une rencontre qui suscite beaucoup de lueurs d'espoir pour les participants à quelques heures de l'ouverture. Comment se préparent les partis politiques et associations? Quelles sont les attentes? Les réponses dans cet élément avec Ludwig Antotum. Ça y est, il fait l'actualité au Gabon. Le dialogue politique s'ouvre. La phase citoyenne clairement définie. Les associations et partis politiques font de grands espoirs sur cette rencontre nationale, un moment de grand débat sur l'ensemble des problèmes qui minent le fonctionnement du pays. Nous attendons beaucoup de ce dialogue parce que les dialogues, il y en a eu. Aujourd'hui, un dialogue de plus, mais nous savons que ce dialogue aura cette chose de spéciale. Il s'agit de faire des décisions qui vont sortir de ce dialogue. Ces décisions doivent être des décisions exécutoires. Le FDC s'en tient à un module qui tient de la politique, à savoir la nécessité du Gabon pour sortir de la bipolarisation de la classe politique. Il est absurde de continuer avec les deux chevaux que sont la majorité et l'opposition. Ce sont ce que je peux appeler, en termes culturalistes, de mercenaires du statu quo. Les associations comptent marquer leur présence lors de ces assises. Nous pensons qu'étant partie prenante de la société gabonaise, nous devons contribuer pleinement à l'amélioration, n'est-ce pas, du cadre de vie des citoyens. C'est pour cela que nous sommes inscrits au palier 4, le palier qui traitera de la paix et de la cohésion nationale. Le dialogue politique national inclusif vise à amener les acteurs de la vie politique gabonaise et ceux de la société civile à échanger pour consolider le pacte républicain et refonder le vivre ensemble. Libreville accueille depuis ce lundi 27 mars 2017 le 16e colloque international des services du Trésor francophone. Plusieurs dirigeants d'administration en charge du Trésor et de la comptabilité publique des pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes, d'Asie du Sud-Est, du Maghreb, de la péninsule arabique et bien d'autres séjournent à Libreville et s'intéresseront aux thématiques liées à la mobilisation des ressources intérieures et à la gestion de la trésorerie en période de crise. Kenyongori et Jospin Boumadianga.
Au regard de la crise économique mondiale actuelle, il est impérieux pour les trésors publics francophones de se retrouver en vue de définir des stratégies communes autour des thématiques liées à la mobilisation des ressources intérieures et à la gestion des trésoreries en période de crise. Des thèmes qui seront abordés tout au long de la 16e édition du colloque international des trésors francophones qui s'est ouvert ce lundi à Libreville au Gabon. Les thématiques que vous avez retenues pour vos échanges en atelier sont parfaitement en phase avec la réflexion en cours dans nos services sur la question de la mobilisation des ressources. Nous sommes donc naturellement heureux de pouvoir bénéficier de l'expérience du panel d'experts ici présents pour renforcer la dynamique des réformes engagées dans le secteur des finances publiques. Ces travaux seront l'occasion de partager et confronter les expériences et les réflexions sur ce thème majeur au regard de la raréfaction des ressources publiques que connaissent plusieurs États en vue de dégager des stratégies communes. Nous tous devons nous sentir capables de mieux conseiller nos responsables gouvernementaux et politiques parce que la convergence entre nous peut nous rendre plus fiables. Dans cette stratégie de sortie de crise, des réformes structurelles et conjoncturelles sonnent comme un impératif catégorique pour enrayer ou en atténuer les effets. Prévu pour se tenir pendant 2 jours à Libreville, ce colloque a pour ambition de contribuer à une réflexion commune sur les évolutions des administrations financières et de promouvoir les bonnes pratiques. L'école des mines et métallurgiques de Mwanda a tenu son premier conseil d'administration ordinaire au cours de l'année 2017. Ce lundi 27 mars était au centre des discussions l'adoption des comptes 2016 et les aspects liés au fonctionnement de l'école. Chimène Sandra Sengon et Fred Nogo. 1 milliard de francs CFA financés à 50% par chaque partenaire. Le gouvernement gabonais et la compagnie minière de l'Ogoué, Comilog, est l'une des résolutions du premier conseil d'administration de l'école des mines et métallurgie de Mwanda au cours de l'année 2017. Ce premier conseil-là avait vocation à d'abord adopter les comptes de l'exercice 2016, adopter le budget de l'exercice 2017 et puis regarder différents aspects liés au fonctionnement de l'école. L'école des mines et métallurgie de Mwanda offre des formations en adéquation avec la demande des entreprises. À la fin de cette année, la première promotion de l'école va sortir, mais d'ores et déjà, les 29 étudiants sont déjà positionnés. Ici et là, il y a déjà un certain nombre de demandes exprimées par des opérateurs économiques. Et nous avons aussi pris en compte les demandes exprimées par les nouveaux opérateurs miniers qui s'installent, notamment Gabon Mining et puis Managem. Lancée en octobre 2016, la première cuvée de l'école des mines sera sur le marché fin 2017. Les spécialités pointues de l'école amènent déjà les entreprises du secteur à se bousculer aux portes de l'école pour les embauches. En 2016, près de 250 dossiers étaient à l'étude. Seuls 29 avaient été retenus. L'une des résolutions du Conseil est de porter le nombre d'admis à 30. Alors en Afrique, plus précisément en Centrafrique, où tout est à reconstruire, l'État, l'armée, l'économie, mais aussi les médias. Et c'est une femme de caractère qui relève un défi fou, celui de diffuser les messages des réconciliations de la télévision centrafricaine au-delà de Bangui, la capitale. Miguel Mabika. La télé publique est l'emblème des immenses besoins de la Centrafrique dans sa quête de reconstruction. Et c'est une femme de caractère qui a décidé de relever le défi de diffuser à travers la chaîne nationale TVCA des messages de réconciliation dans la capitale Bangui. Et elle l'espère très vite au-delà de Bangui. Vous savez, nous partons de rien, nous venons d'une situation dramatique. Donc le premier outil pour véhiculer, comme nous l'avions dit, la paix, les messages de paix, de réconciliation, de cohésion, c'est la télévision centrafricaine, la radio centrafricaine. Pour le moment, la télévision centrafricaine émet dans Bangui et ses environs, tout simplement. Lydie Dzengou cumule les casquettes de directrice générale de la TVCA et d'animatrice d'une table ronde sur la première année de mandat du président Faustin Archange Touadéra. Les monteurs, les cadreurs, les réalisateurs, les journalistes, mais vraiment tous ceux qui travaillent à la télévision centrafricaine ont besoin de formation. Aujourd'hui, nous avons essayé de faire le maximum, de tirer un peu, de relever un peu, mais nous ne pouvons plus aller plus haut, plus loin. On va stagner tant qu'il n'y aura pas de formation.
Le gouvernement a passé une convention avec une société italienne, Téléconsult, pour installer les pylônes de la bonne parole dans les 16 préfectures du pays. Cette société espère que le déploiement sera achevé d'ici 15 mois. Un défi de taille alors qu'une grande partie du territoire est encore sous la menace de bandes armées issues de l'ex-rébellion musulmane Seleka et de groupes d'autodéfense majoritairement chrétiens anti-Balaka et que le pays compte près de 900 000 déplacés et de réfugiés. Le président du Rwanda, Paul Kagame, est le premier président africain en fonction à avoir parlé à la conférence annuelle de l'AIPEC, American Israel Public Affairs Committee, dimanche à Washington. Il a cité Israël comme source d'inspiration pour le renouveau de son pays après le génocide rwandais. Marina Boissin. Dimanche, Paul Kagame était l'invité de marque de la conférence annuelle de l'AIPEC, American Israel Public Affairs Committee, le premier lobby américain pro-israélien devant lequel il a vanté la réussite de l'État israélien né après l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Ici, le chef de l'État rwandais est le premier chef d'État africain à s'exprimer devant la plus grande organisation américaine pro-israélienne. Je pense que beaucoup peut se faire entre Israël et l'Afrique, surtout sur la base des différentes aptitudes et des divers intérêts communs aujourd'hui. Devant un auditoire enthousiaste, Paul Kagame a promis l'amitié du Rwanda à l'État hébreu et aux Américains juifs. Ensemble, avec nos alliés comme les États-Unis, nous devons appeler au renouveau mondial de la solidarité contre les efforts incessants pour nier les génocides et dénigrer les victimes. Paul Kagame, qui a fait de son pays une puissance économique régionale, soutenue par les États-Unis, a clos ses propos sous un tonnerre d'applaudissements parlant de sécurité. Pour lui, tant que nous ne vaincrons pas toutes les idéologies qui justifient les tueries au nom du patriotisme, notre monde ne sera jamais vraiment en sécurité. Et puis, malgré son mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale qui l'accuse du génocide au Darfour, le président soudanais Omar El-Béchir a dit par la voix de son ministre des Affaires étrangères qu'il se rendra au sommet de la Ligue arabe, un sommet qui se tient cette semaine à Amman, capitale de la Jordanie. Et puis en France, le président de la République française a dévoilé l'une de ses dernières missions du quinquennat. À Singapour, François Hollande a ainsi fait savoir qu'il ferait tout pour éviter que le populisme ou le nationalisme ne l'emporte en mai prochain. Jamila Begman. François Hollande n'a pas l'intention de subir la campagne présidentielle. Le président de la République française s'est donné lundi pour ultime mission, avant la fin de son mandat, d'éviter que le populisme, le nationalisme, l'extrémisme ne puissent l'emporter dans le monde et particulièrement en France, lors d'une conférence sur la situation internationale à Singapour. Je n'ai pas terminé mon mandat, j'ai encore à faire pour éviter que le populisme, le nationalisme, l'extrémisme puissent l'emporter, y compris dans mon propre pays. Le chef d'État a assuré par ailleurs qu'il n'exercerait pas d'activité privée après son départ de l'Élysée en référence à l'entrée de Nicolas Sarkozy au conseil d'administration du groupe Accor. Pour les activités privées, je n'en avais pas avant, je n'en ai pas eu pendant, je vous l'assure, et je n'en aurai pas après. Voilà. Le refus du populisme, ce n'est pas une mission qui est simple. Celle du président de la République, c'est une affaire de citoyens, une affaire de responsables qui, à un moment ou à un autre, doivent élever la voix, a cependant souligné le chef de l'État sortant. Et nous restons en France où Marine Le Pen était en meeting à Lille dimanche, où elle s'en est pris à ses adversaires François Fillon et Emmanuel Macron, expliquant que les deux hommes veulent à terme encore moins de souveraineté nationale, encore moins de France. Charlène Fleur-Mézan. Pas des migrants de Madame. Très offensive lors de son meeting à Lille ce dimanche, Marine Le Pen s'est concentrée sur deux cibles, François Fillon et Emmanuel Macron. Puis elle a polarisé ses attaques sur les propositions des deux candidats concernant l'Europe. Messieurs Fillon et Macron, eux, ne veulent pas être président de la République. Ils sont en réalité les représentants d'intérêts privés. Ils sont des rouages d'intérêts commerciaux, des courroies de transmission de la finance. Ce sont eux qu'ils veulent installer à l'Élysée. Fillon et Macron, les banques face aux assurances, les assurances face aux laboratoires pharmaceutiques, AXA face à Servier, Marc Ladrette de la Charrière face à Bernard Arnault.
tel groupe de médias face à tel autre. Les deux veulent davantage encore d'Union européenne. Les deux veulent des gouvernements de la zone euro, des ministres européens. Les deux veulent donc à terme encore moins de souveraineté nationale, encore moins de France, encore plus de transferts financiers vers l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud. Ce qui se profile, c'est bien sûr l'impôt européen, un de plus. Marine Le Pen a également prédit la mort de l'Union européenne, la fin de la mondialisation sauvage et la fin du multiculturalisme. Elle a promis remettre l'Europe en ordre en respectant la souveraineté de chaque nation. En profitant au passage pour tacler Emmanuel Macron, le Jean-Claude Van Damme de la politique, quant à Fillon, il reste selon elle un homme qui aime l'argent. Et puis le Parti social-démocrate allemand a été battu par les conservateurs de la chancelière Angela Merkel aux élections régionales dans le Land de la Sarre dimanche. Un résultat qui porte un coup à leur ambition de la battre aux législatives de septembre prochain. Le récit de Lardy Gebamba. Douche froide pour les sociaux-démocrates. Le parti conservateur d'Angela Merkel remporte largement l'élection régionale en Sarre, dimanche 26 mars, avec un peu plus de 40% de voix, selon les estimations de plusieurs chaînes de télévision. Le parti social-démocrate a été nettement distancé lors de ce scrutin-test avec entre 29 et 30% de voix. Cette première élection de l'année était un test pour le nouveau dirigeant du SPD, de Martin Schulz, qui veut faire vaciller Angela Merkel après 12 années au pouvoir. Une campagne électorale, c'est un marathon, pas un sprint. Et nous avons une bonne endurance. Nous avons regagné un peu de terrain ces dernières semaines, dans la région de la Sarre aussi. Et nous regardons devant nous. Le SPD va procéder à une analyse précise des résultats, c'est-à-dire que nous évaluerons les bons et les mauvais aspects de la campagne, le pour et le contre, et nous en tirerons des conclusions nécessaires pour les batailles électorales à venir. Le SPD est même en recul par rapport à son score du dernier scrutin à Sarre en 2012, où il avait obtenu 30,6% de voix. La portée du scrutin reste relative, car la Sarre ne compte que 800 000 habitants, soit 1% de la population allemande. Mais ce résultat est tout de même un succès bienvenu pour la chancelière avant les législatives du 24 septembre. Elle était en effet critiquée à droite pour sa politique migratoire généreuse. Des milliers de Russes ont défilé dimanche au Kremlin en manifestant dans tout le pays contre la corruption à l'appel de l'opposant Alexei Navalny, interpellé à Moscou comme plus d'une centaine de ses partisans. Charlène Fleur-Médan. L'opposant russe, Alexei Navalny, et des centaines de ses partisans ont été interpellés dimanche dans toute la Russie, lors des manifestations anticorruption, constituant l'une des plus fortes mobilisations visant Vladimir Poutine depuis son retour au Kremlin en 2012. Le blogueur anticorruption qui compte défier Vladimir Poutine lors de l'élection présidentielle de début 2018 comparaîtra pour appel à rassemblement, donnant lieu à des troubles à l'ordre public et encourt jusqu'à 15 jours de rétention administrative. Je pense que le pays entier en a marre de la corruption, surtout à une telle échelle, et aussi fatigué des réponses inappropriées des autorités. Medvedev doit démissionner si de telles choses sont révélées. Le mouvement de contestation de dimanche a été marqué par deux faits nouveaux. Les manifestations étaient nombreuses dans des villes de province d'habitude plutôt calmes et l'âge moyen des participants a considérablement rajeuni. Les opposants historiques au Kremlin étant rejoints par des lycéens nés au début du siècle et qui n'ont connu que Vladimir Poutine comme président. Selon le ministère de l'Intérieur, un policier a été hospitalisé après avoir été blessé à la tête par un manifestant et une enquête ouverte. L'Union européenne a appelé lundi à relâcher sans tarder les manifestants pacifiques. Pour sa part, le département d'État américain a condamné la répression de ces manifestations. Voilà l'opposition d'Albanie qui écope donc de 15 jours d'emprisonnement. Nous restons en Russie. Un groupe de jeunes volontaires russes publie des centaines de journaux de l'époque stalinienne, jamais consultés par le public. Charlène Fleur-Médan. L'idée est venue à cet universitaire de 33 ans après avoir publié un livre sur les blagues soviétiques avec pour principale source des journaux intimes. En 2 ans, 600 journaux intimes russes inédits datant de la période stalinienne ont été retranscrits par près de 350 bénévoles et mis en ligne. Nous avons beaucoup de cas où un journal de 1920 devient une évidence. Pour un témoin,
de persécution au tribunal dans les années 1930. Nous avons acquis ce nombre de journaux des années 1920 par les services secrets. Ne croyez pas que si une personne de votre famille n'était pas un intellectuel éminent ou un chanteur ou elle n'a pas vécu la mort de Staline ou le couronnement de Nicolas II, qu'elle n'est pas importante, chaque jour a une valeur. Un total inconnu, une personne qu'on ne connaît pas et qui vivait il y a 100 ans, c'est très intéressant qu'une personne avec une vie aussi extraordinaire soit notre parent. Une fois par mois, certains historiens et bénévoles collaborant à ce projet se réunissent pour discuter de ces journaux. La plupart ont la vingtaine, des ordinateurs et téléphones avec lesquels ils étudient des documents jaunis par le temps, mais désormais numérisés. Pour les historiens, c'est une sorte de changement social, car de plus en plus de jeunes Russes s'intéressent soudain à travers ces journaux intimes à tous les détails de la vie de personnes qui parfois n'ont aucun lien avec eux. C'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel des titres. Au Gabon, plus qu'à quelques heures avant l'ouverture du dialogue politique inclusif et sans tabou, la cérémonie officielle sera lancée ce mardi au Palais Rénovation. Gabon 24 vous a consacré un dossier dans lequel partisans et opposants ont donné leur point de vue. Et puis, coopération entre le Rwanda et Israël. Le président du Rwanda, Paul Kagame, est invité à la conférence annuelle de l'American Israel Public Affairs Committee à Washington, a cité Israël comme source d'inspiration pour son pays après le génocide. Et en France, lors de sa visite à Singapour, le président François Hollande a dit sa volonté de tout faire pour éviter que le populisme ou le nationalisme ne l'emporte en mai prochain. L'amour est un film trop merveilleux qui ne laisse passer que de belles couleurs. Restez sur Gabon 24, l'information continue.